magie divine, le monde du surnaturel. Au début du XIVe siècle, un scribe parisien, Nicolas Flamel, fait un rêve étrange. Un ange lui apparaît et lui montre une série de symboles et d'images curieuses. Ces images, dit-il, renferment le secret de la fabrication d'un élixir, une potion magique qui a le pouvoir de transformer les métaux vils en or pur. À la suite de ce rêve, Nicolas Flamel rejoindra le cercle secret de ces hommes et ces femmes du monde entier qui vouent leur vie à la recherche d'un élixir magique et insaisissable. On les appelle les alchimistes. L'alchimie. Pour Flamel, tout commence par un rêve, dans lequel un ange lui montre un livre sans texte, uniquement constitué d'images mystérieuses. On raconte que quelque temps plus tard, Nicolas Flamel est tombé par hasard sur un livre semblable à celui de son rêve, et l'a acheté. La couverture était une gravure aux couleurs singulières, avec des personnages étranges. J'y vis aussi des caractères qui m'étaient inconnus. À l'intérieur se trouvaient 21 illustrations, l'une d'entre elles représentant un serpent crucifié. Flamel s'applique dès lors à décrypter ces symboles. Avec sa femme Pernelle, il passe, paraît-il, 25 ans à tenter de percer les secrets de l'alchimie et à chercher le moyen de transmuter les métaux vils en or pur. Sa quête le mène aux 4 coins du monde. Il se rend au Maroc et en Espagne pour rencontrer des mystiques juifs qui connaissent la plupart des symboles dont il tente de saisir le sens. Flamel consacre sa vie à la poursuite du rêve alchimique. Puis, un jour, la rumeur se répand en France que Flamel a atteint son but. Enfin, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je l'ai vite compris à la forte odeur qui se dégageait de ma préparation. À partir de ce moment-là, j'ai appris sans difficulté à connaître et à maîtriser cette matière. Après 25 ans de travail acharné, Flamel et sa femme connaissent enfin le succès et accumulent, dit-on, des richesses inestimables. Ils font des dons très généreux aux églises et aux hôpitaux. Bien sûr, la légende a tendance à dépasser la réalité. Ainsi, longtemps après leur mort, on raconte que Flamel et sa femme vivaient encore. Une centaine d'années plus tard, dans différents pays d'Europe, certains témoins affirment les avoir aperçus. Après leur mort, leur maison est mise à sac dans l'espoir de percer leurs secrets, mais ils les ont emportés dans la tombe. Or, 400 ans après sa mort, des témoins affirment toujours l'avoir vu vivant. Désormais, le mythe de l'immortalité de Flamel est né. On prête aux alchimistes tous les pouvoirs, celui de changer les métaux en or, voire même celui d'atteindre la vie éternelle. La sagesse qui a inspiré Flamel et les autres alchimistes européens provient de l'Antiquité, et en particulier de l'ancienne Égypte, où des artisans ont inventé un art tenu secret, qui inspire à la fois la crainte et le respect.
L'alchimie occidentale prend ses racines dans l'Égypte ancienne, et l'on peut considérer les alchimistes de cette époque comme les précurseurs de la chimie moderne. Les alchimistes de l'Antiquité inventent des techniques de teinture, de coulage et de bronzage du métal. Ils fabriquent également des bijoux, des parfums, et savent surtout embaumer les corps des morts. Et dans l'au-delà, c'est de l'or que les Égyptiens tiennent à emporter avec eux. Dans toutes les sociétés antiques, l'or revêt une grande importance, sans doute en raison de son inaltérabilité. Pour assurer leur immortalité, on recouvre d'or les masques des momies égyptiennes. Si l'on remonte au tout début de l'alchimie, c'est-à-dire au travail des métaux par les Égyptiens, on remarque qu'ils cherchent, eux aussi, à imiter l'or, convaincus qu'un métal qui ressemble à de l'or en possède également les vertus. Ainsi, lorsque les premiers alchimistes échouent dans leur tentative de transformer le métal vil en or, ils décident, faute de mieux, d'employer tout leur talent à imiter l'or véritable. D'autres civilisations antiques, comme les Grecs et les Romains, se lancent à leur tour dans l'aventure. Et le IIIe siècle voit éclore l'âge d'or de l'alchimie. À cette époque, les étudiants en alchimie sont si nombreux qu'une académie est fondée par le plus brillant d'entre eux, Zosime de Panopolis. Zosime sera le premier à parler de cette pierre qui n'est pas une pierre, de cette mystérieuse substance dotée de pouvoirs magiques, la pierre philosophale. Elle devient dès lors le Saint Graal des alchimistes. Partant du principe que des éléments de base peuvent donner naissance à de nouvelles matières, par exemple le bois en brûlant dégage de l'eau puis de la fumée et enfin devient cendre. De même, le plomb pourrait se transformer en or sous certaines conditions. Mais l'Académie d'alchimie devient bientôt une véritable école de contrefaçon. Son succès est si rapide que ses étudiants inondent bientôt le marché de savants alliages de cuivre, de plomb et d'or qu'ils font passer pour de l'or pur. Cette pratique entraîne la chute du cours de l'or. En réaction, l'empereur romain Dioclétien fait brûler tous les ouvrages d'alchimie de la grande bibliothèque d'Alexandrie. En même temps que ces livres, ce sont de nombreux secrets alchimiques détenus par les Égyptiens et le monde antique qui partent en fumée. Au 8e siècle, c'est dans le monde oriental que l'on voit émerger d'importants pôles intellectuels, comme Bagdad, en Irak, ou Fès, au Maroc. De nouveaux enseignements et de nouvelles idées voient le jour. Des œuvres antiques majeures sont alors traduites et pendant les 7 siècles qui suivent, les villes orientales deviennent de hauts lieux de la pensée. Les écoles et les universités où l'on enseignait jusque-là la théologie s'ouvrent alors à de nouvelles sciences, comme les mathématiques et l'astronomie. Les Arabes contribuent tout particulièrement à développer la science alchimique. Mais la quête de l'or se révèle toujours aussi vaine, et les nombreux alchimistes arabes se tournent alors vers d'autres disciplines, telles que la médecine. Ils commencent à mener des expériences avec un grand nombre de produits chimiques, avec des métaux, des sulfures et des sels. Ils modernisent les techniques de distillation et de calcination. Ils ne renoncent pas pour autant à leurs rêves, mais en attendant, leur métal fétiche, le mercure, sert davantage à guérir les maladies courantes qu'à fabriquer de l'or.
Au XIIe siècle, leur art occulte gagne l'Europe. Ils apportent avec eux de nouveaux termes scientifiques. Alcool, alcali, alambic, élixir. Et enfin, le mot alchimie lui-même, de l'arabe alchemia, l'art de fondre et d'allier les métaux. Dans un Moyen-Âge où l'Église est toute puissante, lorsque l'alchimie se répand en Europe, c'est une véritable science qui dépasse la simple manipulation chimique. Elle est alors très suspecte au regard de l'orthodoxie chrétienne. Au Moyen Âge, l'alchimie prend une dimension spirituelle et devient une doctrine ésotérique. Les alchimistes continuent leur recherche de la fortune magique, susceptible de transformer les métaux vils en argent ou en or. Cette recherche est intimement liée à leur propre quête spirituelle, qui passe par la purification de l'âme. Ainsi, pour pouvoir purifier les métaux vils, les alchimistes convaincus de l'imperfection de l'âme humaine se purifient eux-mêmes en s'imposant de multiples épreuves, ce qui leur permet d'atteindre la plénitude spirituelle, de passer de l'ombre à la lumière. En attendant cette purification, les uns espèrent toujours transformer les métaux vils en or. Les autres, en revanche, pensent que cette fameuse pierre philosophale possède bien d'autres pouvoirs. Prolonger la vie. Ou mieux encore, rendre immortel, comme ce fut peut-être le cas pour Flamel. Au début, les alchimistes occidentaux procèdent à de nombreuses manipulations comme la distillation, la combustion ou la fusion de la matière. C'est ainsi qu'ils découvrent l'alcool. Et regardez quel effet l'alcool produit sur les hommes. Ils sont persuadés d'avoir découvert l'élixir de vie. Cette découverte vaut à ses auteurs une célébrité immédiate. Au XIIIe siècle, Arnaud de Villeneuve, un alchimiste français, invente un breuvage révolutionnaire composé d'or et d'alcool. Sa potion connaît un tel succès que le pape Clément, convaincu que ce savant a découvert le secret de l'immortalité, le fait venir à Rome. Mais il semble que cet élixir ne possède pas toutes les vertus que le pape lui prête, car Arnaud de Villeneuve meurt subitement pendant le voyage qui le mène à Rome. Ce malheureux événement ne décourage pas pour autant les autres alchimistes européens, toujours en quête du précieux métal. Le plus célèbre pionnier de l'alchimie est le Suisse Paracelse, dont les brillantes recherches vont dépasser la simple quête de l'or. Paracelse passe sa jeunesse à manipuler bon nombre de substances nouvelles, et comme les autres alchimistes, il tente de fabriquer de l'or à partir des métaux vils. Mais Paracelse décrète finalement que l'art de guérir est sans doute plus important que la quête de l'or. On dit que l'alchimie sert à fabriquer l'or et l'argent. Pour moi, le principal but de l'alchimie est d'étudier les vertus et les pouvoirs des remèdes. De son vrai nom, Théophraste Bombast von Hohenheim, ce grand homme se fait appeler Paracelse, car, prétend-il, il est meilleur que Cels, le célèbre médecin romain. Au XVe siècle, il met l'alchimie et l'astrologie au service de la médecine.
et commence à élaborer des remèdes. Cette nouvelle science est bientôt baptisée iatrochimie. Autrement dit, plutôt que de chercher à fabriquer de l'or ou à découvrir la fameuse formule, Paracelse utilise ses connaissances alchimiques au profit de la recherche scientifique. Ces remèdes deviennent bientôt célèbres dans toute l'Europe. Il est le premier à considérer l'épilepsie comme une maladie et non plus comme une forme de folie. Il est également le premier à diagnostiquer la syphilis et à la traiter avec un composé de mercure que les médecins prescriront encore quelques 400 ans plus tard. Il découvre également le laudanum, un dérivé de l'opium utilisé comme analgésique. Mais le XVIe siècle est néanmoins une période dangereuse tant pour les médecins que pour les alchimistes. Accusés de charlatanisme et de sorcellerie, ils se voient contraints d'exercer leur art dans la clandestinité, sous peine d'avoir à se défendre âprement contre leurs détracteurs. Mais Paracelse est sans doute celui qui répond le plus virulemment aux critiques qu'on lui adresse. Laissez-moi vous dire une chose, le plus petit de mes cheveux est plus savant que vous et tous vos scribes réunis, et ma barbe a plus d'expérience que toutes vos grandes écoles. Ces attaques contre les scientifiques et l'utilisation qu'il fait de ces étranges remèdes lui valent beaucoup d'ennemis. Il sauve la vie du savant hollandais Erasme et de plusieurs autres personnalités, gagnant ainsi leur protection pour un certain temps. Après avoir violemment calomnié des magistrats, il est contraint de partir et devient vagabond. Il meurt à Salzbourg en Autriche, dans le plus parfait dénuement. Il a 48 ans. Par nécessité, les alchimistes se replient sur eux-mêmes et exercent désormais leur art dans le plus grand secret. Pourtant, occasionnellement, quelques éminents savants accordent du crédit à leurs recherches. Robert Boyle, le grand scientifique irlandais du XVIIe siècle, considéré comme l'un des inventeurs de la chimie moderne, manifeste un grand intérêt pour l'alchimie. Avec l'un de ses assistants allemands, il découvre une matière étrange, le phosphore. Les manuscrits retrouvés après sa mort révèle clairement la passion secrète qu'il vouait à l'alchimie. L'un de ses écrits hermétiques est rédigé dans un langage si complexe que personne n'a été jusqu'à ce jour capable de le déchiffrer. Aujourd'hui encore, des chercheurs de l'université américaine Johns Hopkins travaillent sur les milliers de pages écrites par Boyle. Jusqu'ici, ces textes défient la compréhension. Une partie du problème réside dans le fait que l'art des alchimistes ne consiste pas uniquement à mélanger des produits chimiques. L'alchimie fait également appel à des rites et des symboles complexes. Les alchimistes voient dans les substances qu'ils fabriquent davantage que de simples composés obtenus par réaction chimique. À leurs yeux, ces mixtures sont chargées d'un sens purement métaphorique, ou encore symbolique ou religieux. Cet aspect a totalement disparu, bien sûr, de la chimie moderne, mais était très présent dans l'esprit des premiers alchimistes. Ainsi, de la même manière que les écrits des alchimistes sont codés, leur langage pictural regorge de sens cachés, de secrets détenus par les anciens et transmis de génération en génération. Des symboles tels que le soleil, les animaux mythologiques, les rois et les reines sont fréquemment employés et possèdent un pouvoir certain lorsqu'on les interprète correctement. Les connaissances des alchimistes se transmettent de bouche à oreille et grâce à des textes codifiés selon des règles précises et tenues secrètes, mais également par le biais d'illustrations. En alchimie, les images, souvent ambiguës, ont une importance considérable. En fait, il existe des textes hermétiques rédigés dans un langage strictement pictural. Ainsi, le seul moyen de les décoder revient à consulter un alchimiste comme moi pour en saisir le sens. Le rouge symbolise le soleil.
et le blanc, ou l'argent, symbolise la lune. Réunis, ces deux astres forment un symbole clé en alchimie. Dans de nombreuses illustrations, par exemple, on les voit se fondre, se rejoindre pour former la pierre philosophale, symbole de la perfection. Les couleurs utilisées par les alchimistes revêtent également une importance considérable. Le noir, d'une valeur inférieure aux autres couleurs, symbolise la mort. Vient ensuite le blanc et enfin le rouge. Depuis l'émergence de leur art, aux alentours du IIIe siècle après Jésus-Christ jusqu'au XVIIe siècle, les alchimistes travaillent d'arrache-pied à l'élaboration d'un langage symbolique. L'alchimie est une quête spirituelle, un parcours initiatique, une interprétation allégorique de la mythologie. Selon moi, la tradition de la pensée occidentale veut que plus les vérités essentielles, les vérités religieuses, sont exprimées en langage complexe, plus nous sommes à même d'en saisir l'importance. Les manuscrits hermétiques regorgent de symboles étranges, d'images violentes, dérangeantes, surréelles. L'une des plus belles et des plus spectaculaires séries d'illustrations alchimiques se trouve dans le très précieux manuscrit de la British Library, l'un des trésors de cette bibliothèque. Il a pour titre « La splendeur du soleil » et contient 22 planches illustrant de manière très énigmatique et curieuse les procédés alchimiques. Ici, sur la première, nous voyons un alchimiste absorbé par une expérience. Sur le parchemin, au-dessus de lui, on peut lire « Partons à la recherche de l'origine des 4 éléments ». D'autres mystiques ont repris bon nombre de symboles alchimiques pour développer leur propre doctrine ésotérique. On en retrouve certains dans un célèbre jeu de cartes divinatoire, le tarot. En tant que discipline spirituelle, l'alchimie se développe aux alentours du XIIe siècle et le tarot apparaît quelques centaines d'années plus tard. Toutes les figures du tarot sont inspirées de symboles alchimiques et ont une signification ésotérique. Le premier jeu de tarot date du milieu du XIVe siècle. À l'origine, ces cartes avaient sans doute une fonction mnémonique et servaient à retenir des formules médicinales ou à représenter certains types caractériels, certaines classes sociales. C'est aux alentours du XVIIe siècle qu'est né le jeu de société divinatoire aujourd'hui connu sous le nom de tarot. Il existe de nombreuses manières d'utiliser le tarot, la plus répandue étant de placer les cartes dans un ordre précis afin qu'elles forment une figure particulière. Chaque carte, indépendamment de sa position, possède une signification propre, le plus souvent alchimique par essence, ce qui laisse à penser que des alchimistes ont participé à l'élaboration du tarot. Par exemple, tirer la carte du pendu n'est pas un présage de mort comme tentent à le penser certaines personnes. En fait, cette carte possède une signification hautement symbolique et très alchimique, dans le sens où la mort est synonyme de changement, c'est-à-dire l'apparition d'un nouvel ordre qui fait place à l'ancien. Il n'est pas étonnant que le symbole alchimique de la mort soit omniprésent dans l'impressionnante architecture pragoise. Au XVe et XVIe siècle, Prague devient la Mecque des alchimistes du monde entier et un peu partout dans la ville, de nombreux monuments portent la trace de leur passage. Prague est une ville réputée pour son dynamisme culturel, qui abrite nombre de musiciens, poètes et artistes. Très vite, elle attire les plus célèbres alchimistes européens.
À l'époque, dans la plupart des pays d'Europe, les mystiques et les devins, tels que Nostradamus, ou les alchimistes comme Paracelse, sont suspects aux yeux de l'Église. Une Église toute puissante et influente auprès des rois, princes et dirigeants européens. Mais Prague fait exception. Dans la capitale du Saint-Empire romain germanique, les empereurs qui y règnent dominent le clergé local. Au XVIe siècle, ils réussissent à endormir les soupçons de l'Église à l'égard des mystiques et des alchimistes afin de céder à leur propre fascination pour l'ésotérisme. Tous les alchimistes qui s'installent à Prague échappent à la persécution religieuse. Mais s'ils échouent dans leur tentative de fabriquer l'or, ils se voient infliger de sévères punitions. En revanche, s'ils ont une quelconque chance de réussir, on leur offre à la cour une existence dorée. Rodolphe II, saint-empereur romain germanique, roi de Bavière et d'Autriche, règne en maître sur cette renaissance de l'alchimie. Fantaisiste et poète à ses heures, il accueille les alchimistes à bras ouverts et, mieux encore, finance leurs rêves. Rodolphe est un fervent collectionneur de curiosités du monde entier. Dans ses appartements, on trouve aussi bien des creusets à poison que des échantillons de terre de la vallée d'Hébron, où Dieu aurait créé Adam. Il possède aussi des milliers d'horloges, des globes construits par les plus grands cartographes européens et une vaste collection de livres scientifiques comprenant également des ouvrages de sciences occultes, un sujet qui le fascinera toute sa vie. Rodolphe II n'invite pas seulement des alchimistes à la cour, mais aussi des orfèvres, des peintres et autres artisans. Il aime la peinture et surtout les œuvres d'Arcimboldo, un artiste qui exécute des portraits composés de fruits et de poissons. L'un d'entre eux comprend 65 espèces de poissons composant d'un visage. Il s'intéresse lui aussi à l'alchimie et les couleurs qu'il utilise font partie du langage alchimique. Il réalise notamment un portrait de Rodolphe II avec des fleurs et des roseaux. La couleur dominante est le rouge, parce que le rouge est une couleur noble. Dans cette société bigarrée, on trouve autant de savants en quête de vérité que de charlatans et d'imposteurs. À la cour de Rodolphe II vivent non moins de 200 alchimistes qui rivalisent de gloire et de fortune. Rodolphe les héberge tous dans la célèbre rue des Alchimistes, où vit à la fin du XVIe siècle John Dee, l'ancien astrologue de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Son honorable carrière prend fin lorsqu'il s'associe à un charlatan du nom d'Edward Kelly. À cette époque, des alchimistes uniquement poussés par l'appât du gain, comme Edward Kelly, côtoient des mystiques comme John Dee. En fait, ces deux personnages sont alors si intimement liés qu'ils partagent même leurs femmes, ce qu'ils considèrent comme l'aspect le plus agréable de la philosophie hermétique. En tout état de cause, tous ces personnages fréquentent Prague, la Mecque des alchimistes, la ville de Rodolphe II. Rodolphe II s'intéresse à tous les aspects de l'alchimie, qu'il s'agisse de métaphysique ou de spiritualité, mais également à l'aspect le plus occulte de cet art, la fabrication de l'or pour s'enrichir.
John Dee et Edward Kelly, comme beaucoup d'autres alchimistes, finissent par prendre refuge en cette cour, sans jamais parvenir, bien sûr, à produire le moindre gramme d'or. Edward Kelly, quant à lui, est un faussaire confirmé. En Angleterre, il a déjà connu la prison et la torture. Pourtant, il parvient par la ruse à s'attirer les faveurs de Rodolphe II, qui le fait chevalier et lui donne toute licence pour fabriquer ce métal tant convoité, l'or. Kelly extrait alors du charbon auquel il ajoute des pépites d'or, de sorte que lorsqu'il fait sa démonstration devant Rodolphe II, ce dernier est convaincu que son protégé vient de découvrir la fameuse formule. Kelly déclare « Vous voyez, Majesté, j'ai réussi à fabriquer de l'or. Si vous me donnez beaucoup d'argent, je pourrais en produire 60 ou même 100 fois plus. » Lorsque Rodolphe lui demande combien de temps il a besoin, il répond 1 an, ce qui lui vaut d'être logé une année entière à la cour où il ne fera que de rares apparitions. Mais la patience de Rodolphe, tout mécène qu'il soit, a des limites. Sous son règne, plus d'un faussaire a fini dans les geôles de son château. Un jour, c'est le tour de Kelly. Sa chance a tourné, Rodolphe II le fait jeter en prison, où il meurt quelque temps plus tard. À la même époque, d'autres alchimistes européens qui se rendent coupables d'escroquerie sont brûlés, pendus ou emprisonnés. L'un d'entre eux, un compagnon de Kelly, subit un châtiment exemplaire. Il est habillé de guirlandes dorées et pendu au bout d'une corde jaune jusqu'à ce que mort s'ensuive. En dépit de tous ses efforts pour financer et soutenir les alchimistes, Rodolphe II n'obtiendra jamais l'or qu'il cherche si désespérément. Pourtant, bien des siècles plus tard, des archéologues feront une découverte que Rodolphe aurait sans doute accueillie avec la plus grande joie. En exhumant ces restes, ils les ont trouvés dans un remarquable état de conservation. Étrangement, les habits rouges dans lesquels Rodolphe II avait, dit-on, été enterré, étaient devenus dorés. La mort de Rodolphe II ne sonne en aucun cas le glas de l'alchimie. Désormais, c'est en Angleterre qu'elle trouve son plus fervent défenseur, un scientifique de grande renommée. Ceci est le pommier le plus célèbre du monde. En 1666, selon la légende, une pomme est tombée au pied d'un jeune homme assis dans le jardin de sa mère à Cambridge. Grâce à cette pomme, Isaac Newton entame alors une série d'expériences qui le mèneront à la découverte de la théorie de la gravitation. À l'âge de 24 ans, Newton devient le mathématicien le plus en vue de toute l'Europe, avant de jeter les bases de sa théorie dans l'ouvrage qui lui vaudra une réputation mondiale, Principiae Mathematica. Dans les appartements de sa mère, il mène également des expériences sur la lumière en utilisant des prismes. Il consacre le reste de sa longue et brillante existence à rendre compte de ses travaux sur la lumière et la gravitation au cours de conférences. Mais les livres scientifiques modernes passent souvent sous silence un autre aspect de ses travaux. En effet, Newton s'adonnait secrètement à l'alchimie. Aujourd'hui, il nous paraît étonnant que quelqu'un comme Newton ait pu s'intéresser aux sciences occultes.
Mais pour un physicien du XVIIe siècle, l'alchimie est une partie du monde, un domaine de connaissances qu'il est important d'explorer et de comprendre. Pour Newton, convaincu de l'existence de la Pristina Sapienza, une sagesse antique donnée par Dieu à Adam ou à ses fils et transmise ensuite à sa descendance, l'alchimie revêt une signification particulière. Ainsi, si nous voulons avoir du monde une connaissance profonde, le mieux est encore de se référer à la parole même de Dieu. Pour retrouver cette parole, il faut renouer avec la Pristina Sapienza, cette sagesse antique, et Newton considère l'alchimie comme l'un des moyens d'y parvenir. Newton possède plus de 200 ouvrages d'alchimie venant du monde entier, dont il se sert pour ses expériences et recherches personnelles. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIe siècle, tous les lettrés s'intéressent d'une manière ou d'une autre à l'alchimie. Et Newton, qui écrit sur ce sujet des centaines de pages, ne fait pas exception à la règle. Il passe 30 ans dans son laboratoire à tester inlassablement toutes sortes de formules, mais n'abandonne pas pour autant la pratique de l'alchimie. À sa mort, cette science connaît un tel déclin et Newton jouit d'un tel prestige que sa famille, convaincue que la révélation de sa passion secrète risque de ternir sa réputation, fait disparaître tous ses manuscrits alchimiques. L'un des derniers grands savants à tenter de remettre l'alchimie au goût du jour est le très respectable James Price, un jeune chimiste anglais. En 1782, après avoir travaillé quelques années dans son laboratoire personnel, Price prétend avoir découvert la formule d'une poudre blanche pouvant donner jusqu'à 50 fois son poids en argent et d'une poudre rouge pouvant donner 60 fois son poids en or. Il présente sa méthode devant une assemblée d'éminents savants. Ses travaux deviennent si célèbres qu'ils sont traduits en 7 langues. Des échantillons de l'or ainsi obtenus sont exhibés à la cour du roi George III d'Angleterre. Mais ses collègues restent sceptiques, et le plus éminent savant anglais de l'époque, Sir Joseph Banks, insiste pour que Price défende l'honneur de la science en démontrant ce qu'il avance devant un comité d'experts impartiaux. En août 1783, 3 experts se rendent au domicile de Price pour assister à sa démonstration. Le chimiste reçoit calmement ses visiteurs avant de reprendre la préparation de ses poudres alchimiques. Alors que les savants sont occupés à vérifier ces préparations, il avale de l'eau de laurier cerise, un poison mortel, s'effondre et meurt sur le champ. Ses obsèques ont lieu dans une église locale et l'on grave sur sa pierre tombale l'épitaphe « Oh, comme il s'est trompé ». L'alchimie semble avoir disparu progressivement. En Allemagne, elle perdure jusque vers 1780 et l'on continuera même pendant quelques années d'imprimer certains textes hermétiques. En revanche, en France comme en Angleterre, cette science est la risée de tous dès les années 1730 et en 1740, elle sombre dans l'oubli. Lors des 3 derniers siècles, l'alchimie tombe peu à peu en désuétude. On ignore les symboles et on dédaigne ces savants cupides, désireux de faire rapidement fortune en transformant du plomb en or. En d'autres termes, l'alchimie est très décriée et ses adeptes sont tournés en ridicule. On pourrait penser qu'à l'époque où la raison scientifique triomphe, l'alchimie serait reléguée au rang des bizarreries de l'histoire et jetée aux oubliettes. Mais étrangement, elle prend après le XVIIIe siècle un essor inattendu. À l'instar de Nicolas Flamel,
qui en vint à explorer l'univers hermétique par le rêve il y a 600 ans, un psychiatre suisse du XXe siècle rejoint par les mêmes voies l'alchimie. Il s'appelle Carl Jung. Carl Jung, grâce à ses propres rêves, commence à s'intéresser à l'alchimie. Car les rêves et les visions sont l'une des principales sources d'inspiration des alchimistes. Ils maintiennent ainsi leurs découvertes secrètes en les consignant dans un langage symbolique et pictural. Une nuit, Jung fait un rêve qui va changer sa vie. Il se trouve dans une maison dont il découvre une aile secrète qu'il se met à explorer. Il y voit une superbe bibliothèque pleine de livres contenant des symboles qu'il ne comprend pas, mais qui le fascinent. Puis un beau jour, on lui offre un ouvrage d'alchimie. Il s'écrie « Seigneur, quelle sottise, comment peut-on croire à une chose pareille ?» Mais en même temps, ses patients continuent à lui raconter des rêves qu'il ne parvient pas à interpréter, où des aigles volent dans 2 directions à la fois et lui rapportent des visions d'une femme debout sur une map monde. Cela est d'autant plus intriguant qu'il prend un texte et le lit sans le comprendre. Puis soudain, l'existence d'un langage onirique constitué de symboles lui apparaît comme une évidence, et cette découverte, qui confirme à ses yeux l'idée que le rêve est profondément ancré dans la nature humaine, le frappe énormément. Il faut dire que ses études mythologiques l'ont préparé à développer une pensée symbolique, une pensée qu'il considère comme essentielle à la compréhension de notre inconscient et de nos rêves. J'ai mis beaucoup de temps à quitter les méandres de la pensée alchimique. En étudiant un texte du XVIe siècle, j'ai remarqué que certains symboles revenaient fréquemment. Mais je ne parvenais pas à en décrypter le sens. C'était comme si je cherchais à résoudre un rébus formulé dans un langage inconnu. Cette tâche m'a absorbé pendant plus de 10 ans. Les rêves jouent un rôle primordial en alchimie, pour la simple raison qu'ils sont la principale source d'inspiration des alchimistes. Ils croient fermement au pouvoir révélateur des rêves, qui leur permet d'accéder à la sagesse et de mieux maîtriser leur art. Les rêves sont constitués de symboles mystérieux et par là même alchimiques. Nous rêvons toutes les nuits, et nos rêves sont pleins d'images mystérieuses dont le sens nous est le plus souvent inconnu. Les alchimistes étudient des symboles dont seuls quelques initiés connaissent la signification. C'était cela leur univers. Jung observe alors une analogie entre les images oniriques de ses patients et les symboles alchimiques. Même si ses patients n'ont jamais entendu parler de l'alchimie et ignorent tout de ces symboles, leurs représentations oniriques sont semblables à celles des manuscrits hermétiques. Et l'interprétation de leurs rêves confirme la nature alchimique de ces symboles. Puis Jung découvre avec satisfaction que les travaux des alchimistes de la Chine ancienne recoupent ses propres travaux. C'est avec un intérêt accru qu'il comprend alors que l'alchimie orientale, contrairement à l'alchimie occidentale, est demeurée intacte à travers les siècles. Bien avant que les premiers alchimistes européens commencent à construire leurs laboratoires secrets, les magiciens et les mystiques de la Chine ancienne étaient déjà convaincus qu'ils pouvaient fabriquer de l'or à partir d'autres substances. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, un grand alchimiste de la cour de l'empereur Wuti déclare « Je sais comment le cinabre change de nature pour se transformer en or. Je peux chevaucher le dragon volant et aller au bout du monde. Je peux grimper à califourchon sur sa tête et franchir les 9 marches qui mènent au paradis. Si vous procédez vous aussi à des sacrifices sur le bûcher, alors vous pourrez transformer le cinabre en or. »
Les alchimistes chinois prétendent que l'or a également des effets bénéfiques sur le corps humain. Les premiers alchimistes chinois conseillent aux gens de boire de l'or. Un peu plus tard, ils préconisent des substances qui ont la couleur et l'aspect de l'or. Dieu sait combien de gens sont morts en avalant ces breuvages. Mais les Chinois ont rapidement arrêté de boire de l'or. Pour prolonger la vie, ils ont préféré faire de l'exercice physique, une sorte de yoga. Il y a une différence fondamentale entre l'alchimie occidentale et l'alchimie orientale. La première a d'abord eu pour but la quête de l'or, tandis que l'autre aspirait à l'immortalité. Traditionnellement, l'alchimie chinoise a pour but d'atteindre l'immortalité par la purification de l'âme. Pour parvenir à ce niveau supérieur, il faut connaître certains processus, posséder la formule de mystérieux élixirs, maîtriser des techniques de respiration et s'astreindre à des exercices physiques. Partant de Chine, la philosophie hermétique se propage par les anciennes routes commerciales jusqu'au cœur de l'Inde. Il y a près de 2000 ans, des alchimistes du Tamil Nadu, à l'extrême sud de l'Inde, utilisaient de l'or ou des substances que l'on prenait pour de l'or dans un rituel magique destiné à conférer l'immortalité. L'une des plus anciennes prières de cette époque dit « L'or naît du feu, et celui qui le porte est immortel ». Étrangement, la méthode inventée par les alchimistes indiens de l'Antiquité a survécu jusqu'à nos jours. L'élixir magique des alchimistes ne peut être préparé qu'une fois l'an, dans un site secret. C'est sur ce site que l'on trouve l'un des ingrédients indispensables à l'élaboration de cette potion. Cette poudre, qui n'apparaît qu'une seule fois par an, par une nuit de pleine lune, n'est visible qu'à minuit. Cette poudre s'appelle le panérou. Selon les alchimistes, c'est l'attraction lunaire qui l'a fait remonter des entrailles jusqu'à la surface de la Terre. Le panérou est l'ingrédient essentiel de leur potion magique qui contient également des métaux tels que le mercure, l'argent, le zinc et le plomb. Pour les alchimistes indiens, le panérou supprime tous les effets indésirables des préparations alchimiques. Et l'élixir qu'on en tire a la vertu de prolonger la vie. En Inde et en Asie, certains alchimistes sont convaincus que les rêves de leurs prédécesseurs de l'Antiquité n'étaient pas des chimères. Tout simplement, ils ne se sont pas encore réalisés. En Europe, on poursuit aujourd'hui d'autres rêves, mais là aussi, alchimie antique et sciences contemporaines semblent avoir trouvé un terrain d'entente.
L'une des croyances fondamentales des alchimistes est la transmutation, c'est-à-dire la transformation des métaux vils en or. Et curieusement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je veux dire que nous sommes maintenant capables d'effectuer des transmutations, de transformer un élément en un autre. Ainsi, ironie du sort, les alchimistes avaient raison.